entre eux. C'est-à-dire, on regrette qu'elle ne s'implique pas suffisamment dans la vie associative, dans la vie politique, et qu'elle inspire parfois la défiance, voire la crainte. Et donc, à la mairie, on a eu un questionnement. Pour nous, adultes et éducateurs, est-il possible d'imaginer de faire une société en considérant les jeunes, qui sont les adultes de demain, comme une source de problèmes et non comme une ressource? Donc, de cet observatoire jeunesse, on en a tiré deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'identifier les problématiques jeunesse sur le territoire pleumerois, afin d'initier des actions et aussi, par la suite, forcément, de les évaluer. Et le deuxième objectif principal, c'est de mettre en place un réseau de partenaires sur le territoire. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient en direction de la jeunesse sur le territoire pleumerois, mais parfois en parallèle, et ils se rencontraient pas toujours. Voilà. Donc l'Observatoire jeunesse se constitue de 5 groupes. Le premier, c'est un diagnostic sensible de la jeunesse qui se fait suite à un diagnostic statistique qui a été mené l'année dernière par le CCAS de la ville. Deuxième groupe, c'est l'information jeunesse. Le troisième, les caractéristiques de la jeunesse, l'utilité sociale, et enfin un groupe autour des réseaux sociaux. Et ce dernier groupe, c'est l'espace multimédia qui le coordonne. Donc en fait, à l'espace multimédia, depuis l'année dernière, on travaille autour d'une thématique qui est la place de l'image dans les projets éducatifs tournés vers la jeunesse. Et donc l'année dernière, on s'est appuyé plus en profondeur sur les jeux en réseau. Et pendant l'année dernière, on a été sollicité notamment par les principaux des 2 collèges de la ville qui se plaignaient que Facebook était, selon eux, à l'origine de conflits qui se réglaient dans leur cours d'école. Et eux, ça leur posait un problème, ce qui se comprend. Et donc en 2011, on a décidé de travailler autour des réseaux sociaux. Et ce travail se fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a au préalable une enquête de terrain pour définir et identifier le comportement des pleumerois autour des réseaux sociaux. C'est une enquête qui est menée depuis janvier par Laureline Simon. Et suite à cette enquête, le deuxième axe de ce travail sera la mise en place d'actions avec les différents partenaires sur le territoire. Donc, bonjour, je suis donc Laureline Simon et je suis étudiante en troisième année à Sciences Po Toulouse. Et donc ici, avec cette étude que vous présentez Gwenaëlle, j'essaye de mieux connaître le comportement des pleumerois sur les réseaux sociaux, au-delà des clichés un peu manichéens qui peuvent parfois être véhiculés par les médias traditionnels. Donc cette étude s'articule autour de 3 axes différents. Les modifications apportées par l'utilisation des réseaux sociaux dans la manière de communiquer, mais aussi l'effet des réseaux sociaux sur la construction de l'identité et de la citoyenneté des usagers. Donc les résultats de l'enquête, comme vous le disait Gwenaëlle, vont permettre de mettre en place des animations qui vont offrir aux pleumerois l'occasion de discuter de leurs usages des réseaux, que ce soit au sein des établissements scolaires, des associations, des accueils de loisirs, de pleumeurs. Et peut-être de mettre en place un site internet qui sera basé sur l'échange de savoir. Donc cette étude est menée avec l'aide de Pascal Plantard et de Marianne Trénoir du groupe Marsouin, donc qui a été présenté tout à l'heure. Et donc je m'appuie avant tout sur une démarche ethnologique dans mon étude, c'est-à-dire que j'observe l'usage que les utilisateurs de l'espace multimédia font des réseaux sociaux. Et en parallèle, je mène une enquête par questionnaire à la Maison des Jeunes de Plumeur, histoire de mettre en parallèle la pratique des utilisateurs sur les réseaux sociaux et le discours qu'ils vont tenir sur cette pratique. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un réseau social? Puisque la définition n'est pas forcément évidente à faire. Par exemple, on va parfois considérer que les blogs, les forums sont à la limite des réseaux sociaux. Généralement, on les en exclut. Donc, un réseau social, ça va être un ensemble de personnes ou d'organisations. Ces personnes et ces organisations vont avoir des interactions qui vont donner naissance à des liens, et les liens vont former le réseau. Donc la notion de réseau social, ce n'est pas une notion nouvelle en sociologie. Ce qui est nouveau, c'est le support virtuel qui va être offert par Internet à ces réseaux sociaux.
Donc ça va permettre de créer une espèce de grande place publique, d'agora à l'échelle planétaire, et ça va permettre des échanges de nature diverses. Le réseau social virtuel d'une personne, c'est donc une sorte de prolongement, de complément de son réseau social réel et pas seulement une transposition. Les réseaux sociaux vont donc offrir à l'internaute la possibilité d'être acteur d'Internet et plus seulement un récepteur passif, ce qui est la grande nouveauté. On peut également définir les réseaux sociaux sur Internet comme des services basés sur le web qui vont permettre aux individus de construire un profil public ou semi-public sans système délimité, c'est-à-dire que potentiellement on peut étendre son réseau à l'infini à travers le système. On va pouvoir articuler une liste d'autres personnes, d'autres utilisateurs avec lesquels on partage une connexion, les contacts donc, et on va pouvoir voir et traverser la liste de connexions faites par les autres utilisateurs par le biais du système, donc voir les contacts de nos contacts et ainsi étendre le réseau. Donc comme le disait Gwenaëlle, l'étude porte sur 3 thèmes: le rôle des réseaux sociaux dans la modification des relations sociales. S'interroger sur ce thème, ça soulève beaucoup de questions. Par exemple, est-ce que notre façon de rester en contact avec nos proches ou de faire de nouvelles rencontres est modifiée par l'usage des réseaux sociaux? Est-ce que ceux qui n'ont pas l'usage des réseaux sociaux sont exclus? Est-ce qu'on peut encore distinguer la frontière entre privé et public, personnel, professionnel, entre identité réelle et virtuelle? On s'est également interrogé sur le rôle des réseaux sociaux dans la construction identitaire des jeunes. À savoir, est-ce que les utilisateurs des réseaux sociaux contrôlent leur identité virtuelle? Et est-ce que les réseaux sociaux favorisent l'émergence d'une culture globalisée ou de thématiques identitaires, par exemple? Enfin, le dernier axe de travail, ça a été la construction des citoyens, c'est-à-dire les réseaux sociaux donnent en quelque sorte l'impression d'une démocratie virtuelle. Est-ce qu'il s'agit d'une démocratie réelle ou d'une illusion? Les usagers des réseaux sont-ils mieux informés? Ils ont la possibilité, est-ce qu'ils le font? Et enfin, les réseaux sociaux permettent-ils de mieux s'approprier son environnement? Donc ce qu'on constate, c'est que la génération qui est née avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication a, du fait de l'usage de ces technologies, un mode d'apprentissage qui va être différent de celui des générations précédentes. C'est-à-dire que ceux qui sont nés avant l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication vont avoir un mode d'apprentissage qui sera basé sur la transmission de savoir d'un enseignant à un élève ou sur ce qu'on peut appeler le mode d'emploi, l'usage du mode d'emploi, alors que les jeunes vont plus procéder par tâtonnement puisqu'ils n'ont eu personne face à ces nouveaux outils de communication pour leur enseigner et ils ont dû apprendre eux-mêmes en faisant des erreurs mais en apprenant à chaque fois, donc en tâtonnant. Et ça, on va le voir tout de suite, cette différence de culture dans l'apprentissage, avec par exemple le recours massif qu'on va avoir à l'espace multimédia de la part de ceux qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire généralement des jeunes retraités, un recours massif donc aux initiations à l'informatique. C'est-à-dire qu'ils vont être très complexés par rapport à l'usage de l'informatique, ils ne vont pas oser se lancer seuls, ils vont avoir besoin qu'on leur explique, que ce soit via un manuel ou via une personne. Et ces personnes, parfois d'ailleurs, ce sont les jeunes utilisateurs de l'espace multimédia qui viennent nous aider pour les initiations, puisque eux ont l'habitude, du fait du non-emploi de ces manuels, de développer des stratégies de solidarité qui vont permettre de compenser, c'est-à-dire que plutôt que d'aller regarder comment se servir de tel appareil, on va demander à un copain de nous expliquer. Et donc ça va donner parfois une désaffection de la lecture chez ces jeunes, puisque par exemple, on les voit qui s'inscrivent sur des jeux en réseau, ils choisissent leur personnage, ils ne vont pas aller regarder les caractéristiques écrites du personnage, ils vont choisir leur premier personnage en fonction de son apparence, et une fois qu'ils auront vu les forces ou les faiblesses de ce personnage, éventuellement passer à un autre. Donc ce mode d'apprentissage, ça va avoir pour conséquence une moindre appréhension des jeunes envers les nouveaux savoirs à acquérir, envers la prise de pouvoir sur leur environnement, mais ça va également donner donc, un certain abandon de la lecture, notamment par exemple des règlements sur les réseaux sociaux. Donc l'utilisation des réseaux sociaux évolue également avec l'âge, pas seulement l'appréhension qu'on peut avoir. Les enfants s'inscrivent pour jouer, alors que les adolescents eux, vont plutôt répondre à une logique d'identification au groupe. C'est-à-dire que la nouveauté des réseaux sociaux, c'est de fournir une base chiffrée basée sur le nombre d'amis, le nombre de commentaires, de tags sur les photos, etc., qui va permettre aux adolescents d'identifier les dominants et les dominés, donc ce qui est fondamental
vers l'âge du collège. Le besoin de s'affirmer, ça va pouvoir entraîner certains à ajouter des amis de manière exponentielle, donc pas forcément de manière raisonnée, ajouter un peu n'importe qui parfois. Et donc, dans tous les cas, quand bien même il y a ce genre de stratégie d'ajout d'amis exponentielle, on constate une corrélation entre les statuts de dominant et de mets dans le monde physique et dans le monde virtuel, qui sont généralement les mêmes qui vont être reconnus comme populaires au collège et sur leur réseau social virtuel. Donc pour les adolescents plus âgés, en revanche, les réseaux sociaux, ça va plutôt représenter un outil d'individualisation, notamment via l'art, que ce soit sur MySpace avec la musique ou sur DeviantArt avec la publication d'œuvres graphiques. Le nombre d'amis diminuant par la suite avec l'âge, chez les adultes, les réseaux sociaux vont avoir un autre intérêt. Ils vont avant tout chercher à retrouver des amis sur Facebook, mais aussi souvent sur copains d'avant, Trombi. Alors que comme le cercle des proches continue à se réduire avec l'âge, les personnes âgées vont utiliser les réseaux sociaux comme outil pour garder le contact avec les proches, surtout avec leur famille. Donc la confiance envers les réseaux évolue avec l'âge, du fait de la culture dans laquelle on est né, la culture des nouvelles technologies de l'information et de la communication, où on est né avant cette culture, on fait avant tout confiance au discours des médias traditionnels, presse papier, radiophonique, télévisée, sur les réseaux, et donc on va plus ou moins faire confiance aux réseaux sociaux. La communication des réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, va donc participer au processus de construction de l'identité de l'utilisateur, comme on voit surtout à l'adolescence. Donc notre réseau est composé des gens auxquels on s'identifie, la famille, les amis, et ce réseau, ça peut symboliquement devenir un lieu commun virtuel. On voit notamment ça chez des utilisateurs d'origine étrangère. Le réseau social, ça va être en quelque sorte un point d'ancrage qui va s'apparenter aux pays qu'ils ont quittés, par exemple, ou qu'ils ont quittés ou avec lesquels ils ont un lien fort. On a des jeunes utilisateurs à l'espace multimédia qui sont d'origine turque. Et l'un d'eux, notamment, va afficher sur son village virtuel un drapeau turc, ou alors il va utiliser YouTube pour visionner des séries turques qui ne sont pas diffusées en France. Donc c'est un repère identitaire, les réseaux sociaux, pour certains utilisateurs. Ils vont aider à rester en contact avec ceux qui sont géographiquement éloignés, parce qu'ils créent une communication passive, ça c'est la grosse nouveauté des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on s'exprime par biais, par statut, et on n'est plus obligé d'entrer dans une communication active avec l'autre utilisateur. Ça va donner un flux d'informations et donc un sentiment de présence continue, même si on ne discute pas réellement avec les personnes. Oui. C'est-à-dire sur le sentiment, la communication passive. Pour donner un exemple, c'est-à-dire ça va être les statuts sur le mur Facebook. On va dire, par exemple, je viens de trouver un nouveau travail, et on va informer comme ça une centaine de contacts, sans forcément entrer en communication avec eux. Et parfois, je ne vais pas parler pendant des mois avec une personne, mais j'aurais pas eu l'impression d'avoir perdu le contact avec elle, puisque j'aurais eu de ses nouvelles sans arrêt. Et j'aurais toujours eu le sentiment d'être avec ma communauté virtuelle, même si dans les faits, je ne vais pas forcément discuter avec eux. Donc ça va changer notre manière de communiquer. Oui. Tout à fait d'accord, mais est-ce que c'est pas une nouvelle forme, justement, une forme qui est plus du coup de téléphone ou du simple mail et qui reste de la communication asynchrone, oui, mais plus aussi asynchrone qu'avant, parce qu'en fait je dis que j'ai plus mon travail au moment où je l'ai plus, les autres le savent au moment où je le dis. Ouais. Et par contre, en effet, je ne suis pas forcément au point à point avec eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une forme de dialogue et de communication à travers eux. C'est pour ça que je parle de communication passive, parce que c'est quand même une forme de communication. Mais c'est juste que c'est vraiment un nouveau mode. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve, avec les réseaux sociaux. Je suis assez passionnée par mon sujet. Donc, voilà, j'ai perdu mon fil. Donc voilà, ce que je disais, c'est que ça ne va pas forcément avoir un effet sur les liens forts, c'est-à-dire les gens qu'on aurait appelés, qu'on aurait contactés autrement, mais ça va permettre la multiplication des liens faibles. C'est-à-dire les personnes qu'on a croisées, par exemple, avec qui on a discuté une fois, mais avec qui on n'aurait pas forcément maintenu le contact sans les réseaux sociaux. Et ces liens faibles, ça va être des choses qui vont pouvoir être utiles par la suite, par exemple dans une recherche d'emploi, dans d'autres moments de la vie. Et voilà,
Mais pour ça, pour dire que effectivement les liens forts ne sont pas tellement affectés par les réseaux sociaux, mais les liens faibles, oui. Donc les services de réseaux sociaux peuvent apparaître plus comme socialisants de ce point de vue, en tout cas, que désocialisants. Par exemple, si on prend l'exemple des jeux en réseau, ça va être des services qui vont souvent être un prétexte à l'interaction. C'est-à-dire que le contact prime. On voit ça à l'espace multimédia, on a des jeunes qui viennent et qui jouent à des jeux en réseau, et souvent ils jouent côte à côte, ils vont jouer ensemble. Mais l'autre jour, j'ai un jeune qui vient et je lui dis « Ah, tu joues pas à tel jeu aujourd'hui ?» Il me fait « Bah non, machin est pas là. » Mais t'aimes plus ce jeu? Bah non, pas tellement, mais j'y joue parce que lui est là. Donc voilà, c'est pas le jeu tellement qui est fondamental, c'est l'interaction avec l'autre qui va primer. Donc voilà, le réseau social, c'est aussi, il remplace pas la rencontre physique pour les utilisateurs, en tout cas de ce que j'ai pu observer durant les mois que j'ai passés à l'espace multimédia. Ils peuvent même permettre de la programmer, puisque la discussion, pour les adolescents en tout cas, la discussion sur les réseaux sociaux, c'est perçu comme une communication téléphonique par exemple. Et c'est pas une activité en soi tellement. L'activité, ça va vraiment être de se voir, on va aller acheter des bonbons, on va aller jouer ensemble, voilà. Donc voilà, on peut conclure qu'avec l'apparition des réseaux sociaux, la sociabilité n'est pas moindre, mais elle est différente. C'est pas un changement quantitatif, sinon qualitatif. Donc voilà, du coup le phénomène des jeunes qui, ayant développé une dépendance aux jeux vidéo, les rendant asociaux, qui est souvent décrit par les médias traditionnels, pour moi serait à relativiser. Les personnes qui ne sont pas victimes des réseaux sociaux, le plus souvent, ces gens dont on parle, sont des gens qui sont atteints de phobie sociale, et la phobie sociale, ça existait avant l'arrivée des réseaux sociaux. Mais en revanche, dans le cas d'une phobie sociale, le réseau va pouvoir aider à maintenir un contact avec l'extérieur, même si on ne sort plus de chez soi. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, ce n'est pas la cause des comportements asociaux ou incorrects, sont avant tout des amplificateurs des comportements de leurs utilisateurs, mais ils sont rarement perçus comme tels. Donc, le phénomène d'amplification peut s'avérer problématique. Par exemple, on voit le cas des blogs ou des profils sur les réseaux sociaux qui sont perçus par les plus jeunes utilisateurs comme des espaces privés, pas des espaces publics. Ça, j'ai pu le constater à plusieurs reprises en discutant avec des jeunes. Si on leur demande « Est-ce que pour toi afficher une photo sur Facebook, c'est comme l'afficher dans la rue ou l'afficher dans ta chambre ?» Ils répondent toujours spontanément « Dans ma chambre ». Parce qu'ils sont seuls face à leur écran et ça demande du temps en fait de comprendre qu'ils ne sont justement pas seuls. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir passer par le discours. Nous, on a mis des animations en place à l'espace multimédia où on commençait par une discussion avec les jeunes, savoir quelles sont les règles que tu as respectées sur Internet, qu'est-ce que tu penses ne pas devoir faire. Et ils nous citaient le discours de prudence qu'ils avaient très bien assimilé de leurs parents. Et ensuite, on faisait une mise en situation où on leur faisait jouer à un jeu, Ex Machina 2025, qui a été mis en place par le site Internet sans crainte. Et on constatait qu'il y avait un énorme décalage entre le discours de prudence et les pratiques des jeunes, puisqu'ils n'identifiaient pas le danger comme étant un danger avant de l'avoir expérimenté. Et donc vraiment, les limites du caractère privé d'Internet, si on peut dire, ça, on peut les apprendre qu'avec l'expérience. Et le discours ne suffit pas pour moi là-dessus. Et donc, ce qu'on a pu voir aussi à l'espace multimédia, c'était un jeune qui a été insulté sur son profil Facebook, qui était public. Et seulement, suite à cet événement, il a restreint l'accès à son profil, en le faisant passer en privé. Donc voilà, les réseaux sociaux sur Internet ne créent pas pour moi des comportements inappropriés, mais ils leur donnent une nouvelle ampleur. Les utilisateurs qui se comportent de manière inappropriée en ligne, ce sont souvent les mêmes qui se comportent de manière inappropriée dans le monde réel. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes qui insultent sur le profil des autres utilisateurs sur les réseaux sociaux, ça va être les jeunes qui vont insulter les autres face à face, bien souvent. Et donc, en conclusion, je dirais qu'éduquer aux réseaux sociaux, c'est plus généralement apprendre les règles du vivre ensemble, puisqu'on se comporte souvent sur les réseaux comme on se comporte dans la vie. Non, juste pour conclure, le groupe de travail autour des réseaux sociaux s'est réuni fin mars et il regroupait diverses institutions, divers services de la municipalité. Les institutions, c'est notamment la police nationale, le CLSPD, l'éducation nationale, l'information jeunesse, puis des associations comme DEFI notamment.
Et deux pistes de travail ont été évoquées à ce moment-là, c'est notamment s'appuyer sur les adultes pour mettre en avant leur capacité critique face aux informations reçues et pouvoir ainsi jouer sur le lien adulte-enfant et jeunes. Et dans ce cadre-là, des animations et des temps d'échange ont été mis en place, notamment vont être mis en place en direction des enseignants dans les écoles et les collèges, vers aussi les animateurs enfance-jeunesse, et aussi vers pourquoi pas des associations, des choses comme ça. Et comme le disait Laureline, il va y avoir aussi la mise en place d'une plateforme qui va aussi privilégier l'échange de savoir et de pratique. Donc ceux qui savent utiliser les nouvelles technologies vont aider ceux qui ont d'autres compétences et ainsi voilà, créer de l'échange de savoir et de la mise en valeur de compétences sur le territoire. Merci. Merci à toutes les deux. Alors je vais juste un tout petit rebond avant qu'on passe à la phase pause dont nous aurons besoin à la fin de cette première séquence. D'une part, je trouve que vous faites un zoom très très précieux sur les pratiques de la jeunesse sur un territoire. On n'en a pas tant que ça. Et le fait de le faire aujourd'hui avec le type de questionnement que vous instruisez, je pense que ça va être très instructif. Il y a plusieurs choses que vous avez mentionnées que je relève. L'une, c'est celle, Laureline a indiqué, lien fort, lien faible. Vous trouverez, si vous voulez explorer davantage cette notion, un des points d'entrée possibles, c'est que vous allez regarder sur Internet Actu, qui est le média de la FIG, il y a quelques papiers qui parlent de la force des liens faibles de Van Noveter, qui est un des travaux là-dessus, et qui l'illustre par des cas très concrets comment est-ce que sur pas mal de choses c'est plus facile d'échanger avec des gens du deuxième cercle ou de cercle éloigné ou des inconnus qu'avec mes frères et sœurs, ma belle famille et mes collègues de bureau ou les gens que je connais apparemment de façon plus proche. Donc c'est assez instructif comme entrée. La deuxième chose, c'est qu'il y a cette entrée générationnelle qui est une indécision que vous endossez comme un constat sous vos yeux et que sur laquelle on est souvent en position interrogative. En disant, je ne sais pas si l'histoire des natifs de l'Internet, c'est une histoire si robuste que ça et comment est-ce qu'elle vit avec le temps. Mais on entend que pour vous c'est une hypothèse utile en tout cas. Derrière ça, il y a des travaux d'auteurs comme Dominique Pasquier, qui est une sociologue qui travaille beaucoup autour des jeunes et qui nous raconte quasiment des phénomènes d'encastrement générationnel, c'est-à-dire de classes d'âge qui ne se parlent qu'entre elles parce que les outils numériques leur permettent d'être constamment reliés. Donc une des interrogations, un des enjeux par rapport aussi à des questions de politique publique, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à recréer du lien intergénérationnel avec les outils mêmes qui outillent les liens intragénérationnels. Et là-dessus, il y a quelques initiatives qui existent en ce moment, par exemple, des gens qui travaillent sur des réseaux sociaux territoriaux comme Peuplade à Paris, Nathan Stern, et aussi initiateur de voisinage, qui est une initiative très ambitieuse, copilotée avec les petits frères des pauvres pour, on va dire, parler de la question de l'isolement des personnes âgées. Et derrière ça, c'est vrai qu'on a cette question lancinante de se dire est-ce que les réseaux sociaux et les plateformes sociales en tout genre vont nous servir à quoi que ce soit face aux clivages sociaux, aux isolements, etc. Est-ce que ça sert à quelque chose pour le lien social? Autrement dit, est-ce que ça ne sert qu'aux riches, aux gens qui ont déjà un capital social fort et des capacités de sociabilité, ou est-ce que c'est un outil de travail pour renforcer ou restaurer ou réinventer des formes collectives et des formes sociales? Je pense que pour tous c'est un point d'interrogation, mais je pense que ça fait aussi partie des choses sur lesquelles vous allez travailler très, très concrètement, donc on aura très envie de vous suivre là-dessus. Merci en tout cas. 10 minutes de pause, réfrénez toutes vos questions. D'abord, sautez sur les intervenants à la pause, ils sont pas là pour se et puis on a une après-midi studieuse.